En Zambie, le ministre des Affaires étrangères Harry Kalaba a annoncé sa démission. Il claque la porte du gouvernement en dénonçant une corruption croissante au sommet de l'État. Trois jours après la répression des manifestants à Kinshasa, les autorités congolaises ont salué la rigueur et la fermeté des forces de sécurité de la République démocratique du Congo. Au Mali, la formation du nouveau gouvernement suscite une certaine polémique. Est-ce rébellion à dominante Touareg? Les groupes armés soutenant le pouvoir et opposition dénoncent le processus. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du 4 janvier en Zambie. Le ministre des Affaires étrangères, Harry Kalaba, a annoncé sa démission. Il claque la porte du gouvernement en dénonçant une corruption croissante au sommet de l'État. L'information a été confirmée mercredi par des responsables zambiens, même si le porte-parole du gouvernement a indiqué qu'aucune lettre de démission n'a été reçue. Reportage. Dans un message posté depuis mardi sur les réseaux sociaux, Harry Kalaba, le chef de la diplomatie zambienne, a estimé qu'on ne peut continuer par gérer les affaires du pays avec indifférence quand le niveau de corruption enfle. Le désormais ancien ministre des Affaires étrangères ne conçoit pas que la corruption soit pratiquée à ce niveau par ceux-là même qui devraient la combattre. Il a affirmé avoir présenté une lettre de démission. Une information confirmée par des responsables du ministère zambien des Affaires étrangères, même si le porte-parole du gouvernement indique que celle-ci n'avait pas été reçue. La Zambie est classée 87e sur 176 pays sur l'index de perception de la corruption publié par Transparency International. Selon le responsable pour la Zambie de l'ONG internationale, la grogne de la population qui s'inquiète des niveaux atteints par la corruption est croissante dans le pays. Le ministre démissionnaire Harry Kalaba est longtemps apparu comme un possible successeur du président Edgar Lungu, mais celui-ci semble disposé à tenter de se représenter en 2021, bien qu'il ait déjà accompli 2 mandats, le maximum prévu par la loi. En République démocratique du Congo, 3 jours après la répression des manifestants à Kinshasa, les autorités congolaises ont salué la rigueur et la fermeté des forces de sécurité. 12 morts ont pourtant découlé de ces répressions selon les organisateurs. C'est le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, qui s'est exprimé lors d'une conférence de presse. À travers sa déclaration, le gouvernement félicite les forces de police et de sécurité qui, sur l'ensemble du territoire national, ont respecté le mot d'ordre de rigueur, de fermeté et de conformité au droit international humanitaire dans la gestion des marches du 31 décembre 2017. Mardi, l'archevêque de Kinshasa, Laurent Monsango Passigna, a qualifié de barbare la répression de cette marche pacifique et non violente organisée à l'appel des laïcs catholiques de Kinshasa. Mais en réponse, le porte-parole du gouvernement estime que les propos du cardinal étaient une déclaration politique d'une rare violence et c'est injuste de sa part de ne pas reconnaître le professionnalisme des forces de l'ordre. Le bilan de la répression de ces marches est au cœur d'une polémique entre la police congolaise qui dit qu'aucun mort n'a été enregistré et d'autres sources qui font état de victimes. Une douzaine de morts pour les organisateurs des marches, au moins 5 selon l'ONU. Mercredi, l'Union européenne a dénoncé le recours à la violence et le blocage de médias par les autorités congolaises. L'institution regrette une grave atteinte à la liberté d'expression face aux actions populaires, demandant une alternance à la tête de la RDC. La Guinée équatoriale a fait une grave révélation en ce début d'année. Le gouvernement a affirmé avoir fait avorter un coup d'État préparé fin décembre par un groupe de mercenaires étrangers. Selon la même source, ces derniers voulaient attaquer le chef de l'État pour le compte de partis politiques d'opposition radicale. Reportage. L'information a été apportée au travers d'un communiqué lu mercredi à la radio d'État. C'est alors que le ministère de la Sécurité nationale informe la population de la Guinée équatoriale que le 24 décembre passé, un groupe de mercenaires tchadiens, soudanais et centrafricains ont infiltré plusieurs localités du pays pour attaquer le chef de l'État.
Le président se trouvait dans le palais présidentiel de Kouété Mongomo pour passer les fêtes de fin d'année. Selon le texte, le ministre explique avoir activé immédiatement une opération de démantèlement en collaboration avec les services de sécurité du Cameroun. C'est ainsi que le 27 décembre, une trentaine d'hommes armés ont été arrêtés à la frontière entre le Cameroun et la Guinée équatoriale par la police camerounaise. Le gouvernement de Malabo accuse ces mercenaires d'avoir été contractés par des Équato-Guinéens, militants de certains partis d'opposition radicale. Il accuse certaines puissances étrangères qui y auraient contribué. L'ambassadeur de Guinée équatoriale à Paris a parlé vendredi de tentatives de déstabilisation, tandis que le président Obiang a dénoncé samedi une guerre en préparation contre lui. Au Mali, la formation du nouveau gouvernement suscite une certaine polémique. Les rébellions dominantes Touareg du nord du pays et les groupes armés soutenant le pouvoir ont déploré un manque de concertation lors de ce remaniement ministériel. Pendant ce temps, l'opposition a qualifié de manœuvre la relance du processus d'entente nationale annoncé par le président Ibrahim Boubacar Keïta. La coordination des mouvements de l'Azawad, les rébellions Touareg et la plateforme des mouvements du 14 juin 2014 des pro-gouvernementaux ont pris acte de la formation du nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre Soumelou Boubèye Maïga. À travers un communiqué conjoint, ces deux mouvements ajoutent qu'ils n'ont à aucun moment été consultés, comme jadis, par les précédents chefs de gouvernement, afin de constituer un gouvernement prenant en compte les aspirations profondes des populations du Nord. Ces groupes signataires de l'accord de paix de 2015 conservent dans le gouvernement formé dimanche la même représentation que dans le précédent, avec des ministères comme celui de la réconciliation nationale, de l'administration, du développement industriel, de l'artisanat et du tourisme, réputés proches de leurs idées. En revanche, ils n'ont toujours pas obtenu de grands ministères régaliens comme la défense, les affaires étrangères et les finances. Par ailleurs, le chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé a critiqué l'annonce d'une loi d'entente nationale faite à l'occasion du Nouvel An par le président Ibrahim Boubacar Keïta. Cette loi devrait exempter de poursuites les personnes impliquées dans une rébellion armée à condition qu'il n'ait pas de sang sur les mains. Pour l'opposant, le fait d'avoir fait cette annonce vers la fin de son mandat, à la veille des élections, relève manifestement d'une manœuvre politicienne. Recrudescence de tueries perpétrées par des éleveurs nomades Peul contre des fermiers dans l'est du Nigeria. Un millier de personnes environ ont envahi Makurdi, capitale de l'état de Benue. Leur objectif était de protester contre cet état de choses. Le mouvement populaire s'est tenu mercredi à Makurdi, au Nigeria. En effet, un millier de jeunes se sont rassemblés, d'abord en bloquant l'autoroute, puis sur un rond-point de Makurdi, en brûlant des pneus. D'après Hélène Tété, directrice d'une ONG locale, Community Links and Human Empowerment Initiative, qui s'associe au mouvement populaire, des manifestants demandent à la présidence d'agir. Les tueries perpétrées par des éleveurs nomades Peul contre des fermiers dans l'est du Nigeria s'accroissent, inquiètent les habitants, mais les autorités semblent indifférentes. Le président Buhari, Peul Haoussa musulman, originaire du nord du Nigeria, ne s'est toujours pas exprimé sur les tueries qui ont eu lieu dans l'état de Benue lundi et mardi et qui ont fait plus de 20 morts selon le gouverneur Samuel Ortman. Le gouverneur demande l'aide d'Abuja pour régler cette crise qui secoue régulièrement cet État aux terres fertiles traversées par la grande rivière Benue. Les tueries surviennent habituellement entre décembre et mars, à la fin de la saison des pluies, alors que les éleveurs nomades arrivent en grand nombre pour faire paître leurs milliers de têtes de bétail. Au Cameroun, une société a été ravagée par des flammes mardi à Douala. Il s'agit d'une usine brassicole spécialisée dans la production de whisky. Ce drame constitue désormais une menace pour près d'1 millier d'employés qui pourraient désormais se retrouver au chômage. Ce début de l'année 2018 restera gravé dans la mémoire des employés d'une brassicole spécialisée dans la production de whisky située à Menkwele, dans le 4e arrondissement de la ville de Douala. La société a été consumée par un grave incendie, réduisant en cendres le local.
Nous avons été saisis autour de 11h59 qu'il y avait les flammes qui avaient été engagées au niveau de sa société. Nous avons fait ce que nous pouvons. Nous avons appelé tout le corps de sapeurs-pompiers. Nous avons saisi les autorités. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, mais d'énormes dégâts matériels, parmi lesquels cette maison d'habitation située près de l'usine, une école maternelle et un camion stationné sont à déplorer. Nous avons perdu beaucoup de choses. Les dégâts sont énormes. On a eu le temps de rien prendre. La maison était d'abord en blanche. On va prendre quoi? Il n'y avait rien. Tout ça qui est brûlé, les cahiers des enfants, ils vont fréquenter comment. L'intervention des sapeurs-pompiers a permis d'arriver à bout de l'incendie et d'empêcher sa propagation dans toute l'usine. Et donc nous avons pu maîtriser le feu uniquement au magasin. Donc toute l'usine est sauvée. Aussitôt informés, les autorités administratives de la région sont descendues sur les lieux du drame pour s'acquérir de la situation. L'origine de l'incendie reste pour l'heure inconnue. Kalou Foundation fait des merveilles dans le domaine de l'humanitaire en Côte d'Ivoire. L'attaquant de Elta Berlin, passé par Chelsea ou Lille, a profité des congés de fête pour s'impliquer dans le caritatif avec sa fondation. Cette dernière, créée avec son frère, le jeune retraité Bonaventure Kalou. La Kalou Foundation travaille principalement sur deux axes. L'aide à une centaine d'orphelines vivant dans un centre à Grand-Bassam et celle aux patients souffrant de problèmes de reins. La Kalou Foundation a ainsi financé un grand centre à Bouaké, deuxième ville de la Côte d'Ivoire, situé dans le centre, tout en offrant des équipements dans plusieurs localités du pays, sans oublier Abidjan, où la demande est la plus forte. Quand on a créé la fondation, on a décidé que ce soit notre premier combat. Et depuis lors, on fait des galas chaque été. On fait des galas de bienfaisance et où on invite des sponsors, des amis qui ont la main sur le cœur, qui donnent des machines ou qui donnent de l'argent, peu importe ce qu'ils ont, ils donnent pour que nous, avec le SAMU, avec l'aide du SAMU, on arrive à équiper beaucoup de centres comme celui-ci. Je suis un footballeur et dans ma position où je joue, marquer un but, c'est tout à fait normal, c'est mon job. Mais donner du sourire, c'est pas évident. Et ça, pour moi, c'est plus important que marquer un but. C'est immensément avantageux pour nous. Parce que des 1700 et le minimum qui est 60 000 francs dans le privé, la différence est là. Donc ça nous arrange parfaitement. En tout, plusieurs centaines de patients sont traités à travers le pays grâce à la fondation. La structure essaie aussi de faire venir des vedettes ou des femmes au parcours exemplaire pour que ces jeunes aient l'ambition et voient que tout est possible. Voilà donc qui referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne journée à vous.